et à tous, je m'appelle Olivia, je suis cofondatrice de l'agence Wakitour en Équateur et aujourd'hui, je vais vous présenter mon pays. Donc voilà, il y a 12 ans, nous avons créé une agence réceptive. Nous voulions qu'elle soit à notre image. On voulait proposer les voyages qui nous tenaient à cœur. On est basé à Cuenca, dans le sud du pays. C'est une région qu'on chérit particulièrement. Donc on a beaucoup de partenaires dans le sud du pays. C'est une région qui est moins visitée que le nord. Donc on fait toujours en sorte que dans nos circuits, on puisse intégrer aussi cette région pour justement proposer des alternatives hors des sentiers battus. On est spécialisé dans le tourisme durable et solidaire. On travaille beaucoup avec les communautés locales et on les propose beaucoup dans nos séjours. Voilà. Alors, nous sommes une équipe multiculturelle. Nous sommes européens, nous sommes équatoriens, parfois les deux. En tout cas, ce qui nous anime et ce qui nous unit, c'est notre passion pour le pays et cette envie de la faire partager. Donc, nous sommes investis de cette mission de pouvoir faire découvrir aux voyageurs l'Équateur authentique et surtout de rencontrer ses habitants. Car on pense que voyager en Équateur, un voyage en Équateur ne peut pas être possible si on ne rencontre pas ses habitants. Il y a effectivement des très beaux paysages, mais il y a une diversité culturelle qui vaut vraiment le détour et on la met vraiment au cœur de nos séjours. Voilà, donc nous avons beaucoup de communautés partenaires dans nos différents parcours. Nous avons travaillé beaucoup avec des ONG sur des projets de développement. Donc nous avons connu énormément de communautés. Chaque communauté avec laquelle on travaille, on les connaît particulièrement, personnellement. On les visite régulièrement. Donc quand les voyageurs arrivent dans les communautés, ils sont reçus en fait plutôt comme des amis que comme des clients. Voilà, parce que de suite ils disent oui, on connaît. C'est Olivia qui nous a vendu le séjour. Voilà, ils disent ah oui, avec Olivia, on a fait ça. Donc ça crée une proximité. La glace est brisée assez rapidement et ce qui fait que même si on reste qu'une journée ou 2 journées, on a vraiment l'impression de partager avec eux et de les connaître finalement depuis plus longtemps. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu du pays, pour ceux qui ne connaîtraient pas. L'Équateur, c'est un tout petit pays qui est un petit peu coincé entre la Colombie et le Pérou. Sa superficie est d'environ la moitié de la France. Il est traversé de nord en sud par la cordillère des Andes. À l'est, on va avoir le bassin amazonien et à gauche, on va avoir la côte pacifique. À 1000 km des côtes, on va avoir l'archipel des Galapagos. Donc voilà, donc ce qui permet sur un tout petit territoire d'avoir un condensé de régions très différentes. C'est comme un petit peu un résumé ou un condensé des paysages qu'on peut trouver en Amérique du Sud sur un territoire assez réduit. Voilà, donc c'est les 4 régions dont je vais vous parler. Donc l'Amazonie, la côte pacifique. Donc j'ai mis une petite photo de baleine parce qu'effectivement de juin à septembre, on peut observer les baleines à bosse et très près de la côte, on les voit sauter depuis la plage. Les îles Galapagos et bien sûr la cordillère des Andes. Donc voilà, tout à l'heure, je vous parlais de la diversité des paysages. En effet, l'Équateur est un des 17 pays méga-divers au monde. Donc les pays méga-divers, c'est seulement 10% de la superficie de la planète, mais c'est 70% de la biodiversité. Donc par exemple, en Équateur, on va retrouver plus de 90 écosystèmes différents qui sont répartis sur justement ces 4 régions que je vous ai présentées précédemment. Ce qui fait que le pays a quand même une grande responsabilité au niveau de la protection de l'environnement. C'est un pays qui finalement est innovant puisque dans sa constitution, il a inscrit les droits de la nature. C'était la première fois qu'un pays inscrivait dans sa constitution des droits qui
qui appartenaient à la nature. Et ils ont également créé 14 parcs nationaux et 50 zones protégées, ce qui représente en tout à peu près 21% du territoire. Donc, ce qui est énorme pour un pays comme l'Équateur qui n'a pas beaucoup de budget, de mettre en place quand même cette politique et cette volonté de protéger l'environnement. Et d'assumer cette responsabilité finalement d'avoir une grande biodiversité à l'intérieur du pays. En plus de la diversité des paysages, on va avoir une très grande diversité culturelle. Et c'est ce que nous, on voudrait mettre aussi en avant dans nos séjours, qui nous paraît important. L'Équateur a 14 nations indigènes et 35 peuples en tout, en prenant les peuples métissés. Pareil, dans leur constitution, ils se caractérisent comme un pays interculturel et plurinational. Donc, en France, on va avoir un État, une nation. Ici, on a 14 nations indigènes. Il faut savoir qu'en fait, l'Équateur a été occupé par les Incas. Les Incas venaient du Pérou et de la Bolivie. Ils ont constitué un royaume qui s'appelait le Tahuantinsuyo, qui partait du sud de la Colombie jusqu'au nord du Chili. Mais en réalité, les Incas n'ont occupé l'Équateur que 500 ans. Et avant l'arrivée des Équateurs, il y avait des civilisations beaucoup plus anciennes. Et aujourd'hui, l'héritage culturel de cette situation dans le pays fait qu'il a conservé quand même 14 nations indigènes. Alors chacune des nations a ses coutumes, ses traditions, sa tenue vestimentaire, sa langue. Il y a également des manuels scolaires qui ont été édités dans les 14 langues. Voilà, donc c'est un pays, et on parle pas seulement de multiculturalisme, mais on parle d'interculturalisme. Donc on va avoir des cultures qui interagissent entre elles et qui vivent ensemble. Et dans la Constitution, ils ont inscrit le concept de Sumak Kawsay, qui en quichua signifie le bien-être, le bien vivre ensemble, en harmonie avec la nature. Alors bon, ça fait beaucoup de mots pour seulement 2 mots en quichua, mais c'est pour vraiment décrire cette idée. Et ce Sumak Kawsay, ils vont l'appliquer dans leur façon de vivre, dans leur spiritualité, et c'est ce qui intègre aussi la protection à l'environnement. Donc c'est très intéressant de découvrir cette notion et de faire plusieurs communautés de différentes nations, de différents peuples, pour pouvoir voir justement comment ils développent eux le Sumak Kawsay au quotidien. Nous, on pense que l'immersion, c'est un levier majeur pour faire d'un voyage qui s'inscrive dans le tourisme solidaire et durable. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'immersion permet, dans un premier temps, de générer des revenus complémentaires. Parce que vous voyez les femmes qu'on voit là sur la photo, ce sont des agricultrices, mais elles vont plutôt être dans une agriculture de subsistance, c'est-à-dire qu'elles vont permettre de nourrir leur famille. Alors, c'est les fameuses tisseuses de chapeaux Panama, donc elles font de l'artisanat, donc ça permet de leur apporter un complément de revenus. Mais le tourisme, c'est l'activité qui va leur apporter un revenu monétaire, qui va permettre de faire face à certaines situations, parce que ce sont beaucoup de femmes qui vivent seules, leurs maris sont partis aux États-Unis, ils ont émigré illégalement, donc elles assument leur ferme, elles élèvent leurs enfants seules, et il faut qu'elles puissent faire face à toutes sortes de situations. Donc on a calculé que dans certaines familles, les revenus générés par le tourisme solidaire peuvent représenter jusqu'à une augmentation de 50% de leurs revenus. Donc, c'est très important pour elles. Ça permet aussi de redistribuer les revenus du tourisme qui, en général, sont redistribués entre les acteurs traditionnels et ces communautés ne sont pas concernées puisqu'elles ne font pas partie des zones touristiques visitées dans les voyages conventionnels. Ça permet également de valoriser la culture locale. C'est vrai que quand on rencontre les communautés et qu'on leur propose de travailler sur un projet de tourisme communautaire, par exemple, ces femmes, elles nous demandaient mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir venir voir chez nous ? On n'a rien de spécial à montrer. Voilà ce qui est pour l'impact positif qu'on peut avoir dans les communautés. Mais il y a aussi un impact positif finalement pour les voyageurs, puisque
Je pense que un voyage en Équateur, dans un pays comme l'Équateur, bon, la nature est présente partout, à moins que vous soyez dans des grandes villes comme Quito ou Guayaquil qui dépassent les 2 millions d'habitants. Après, dès qu'on sort des grandes villes, on est très rapidement dans la nature est partout et on va justement être en permanence au contact de populations qui vivent en harmonie avec cette nature, qui la préserve au quotidien, sans vraiment avoir conscience qu'ils font un effort exceptionnel. C'est juste leur manière de vivre. Donc, ça permet aux voyageurs, quand on fait un séjour, on est 15 jours dans des paysages incroyables et qu'on est au contact de la nature en permanence, ça permet quand même une reconnexion, surtout quand on vient de la ville et qu'on n'a pas l'opportunité d'être souvent en pleine nature. Je pense aussi que ça permet de se reconnecter à soi-même, parce que même si le voyage, c'est quand même une démarche où on va s'ouvrir vers les autres, on va à l'extérieur, en général, on est moins connecté déjà à notre vie professionnelle, donc on laisse notre vie professionnelle de l'autre côté. On est moins connecté digitalement parlant. Donc ça permet aussi, je trouve que c'est quand même introspectif comme démarche, parce que ça nous fait réfléchir, ça nous fait prendre du recul, comme j'ai mis. Je pense qu'on réfléchit aussi à nos vies, à nos contrariétés, quand on voit quand même qu'on a des personnes qui ont des réalités, des conditions de vie complètement différentes des nôtres. Ça nous permet aussi de réfléchir sur nous-mêmes et sur notre vie. Je pense aussi que le voyage permet de se dépasser, parce que quand on va dormir dans des conditions un petit peu moins confortables selon l'habitude, de manger des aliments qui nous paraissent pas si appétissants, mais finalement on va le faire parce que ça fait plaisir à la personne en face, qu'on goûte à leur plat parce qu'ils l'ont préparé avec amour pour nous. Voilà, donc si sur le moment peut-être ça peut nous gêner un petit peu, je pense que au retour, on est quand même content d'être un peu sorti de sa zone de confort et d'avoir cette satisfaction là de s'être dépassé. Je pense aussi que quand on a des expériences d'immersion, ça permet de nous inspirer. Parce que oui, alors on a des projets où les voyageurs peuvent participer, mais bon, finalement, est-ce que c'est ça qui est vraiment important, de combien d'arbres j'ai planté lors de mon séjour, ou est-ce que finalement, c'est aussi combien d'actions j'ai pu mettre en place à mon retour dans ma vie de tous les jours? Est-ce que ce voyage, finalement, il a changé quelque chose dans ma vision des choses? Est-ce que ça m'a permis de voir des personnes ou des situations sous un autre regard? Donc je pense que c'est ça aussi l'impact positif que ça. Enfin, en fait, c'est vrai, c'est le réel impact du voyage. De qu'est-ce que ça a généré en moi, qu'est-ce que ça a pu m'inspirer en fait. Donc voilà, donc maintenant je vous ai parlé un petit peu de notre philosophie et de notre façon de voir et de présenter les voyages en Équateur. Maintenant je vais vous parler un petit peu plus des circuits pour que vous puissiez imaginer les circuits qu'on peut proposer aux personnes qui désirent connaître l'Équateur. Donc le circuit qu'on va avoir traditionnellement pour un premier voyage, en général, on fait ce qu'on appelle l'avenue des volcans. C'est-à-dire que, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, le pays est traversé de nord en sud par la cordillère des Andes. Donc, on atterrit à Quito, qui est la capitale du pays, et on va descendre cette fameuse avenue des volcans sur laquelle on va pouvoir effectivement apercevoir plusieurs volcans, mais ça nous permet aussi d'avoir un itinéraire qui nous permet de dévier légèrement en Amazonie. Alors, comme vous voyez, on part de Quito, on va visiter le parc national Cotopaxi, qui est un volcan, un sommet enneigé qui culmine à plus de 6000 mètres. Après, on va aller sur un autre volcan qui présente un autre paysage, c'est le Quilotoa. C'est-à-dire qu'il y a un lac qui s'est formé dans le cratère du volcan. Ces eaux sont turquoises, elles reflètent le ciel, donc c'est vraiment très joli. Après, on va descendre sur la ville de Baños, qui est une petite ville thermale au pied d'un autre volcan qui est le Tungurahua. Et après, on va amorcer cette petite descente vers Puyo.
Alors, on va pas être rentré profondément non plus dans la forêt amazonienne, parce que c'est quand même vaste, mais on va déjà avoir un climat agréable. On va se retrouver dans une végétation de forêt tropicale, de forêt luxuriante. Il va y avoir des rivières, donc on peut faire des activités comme des randonnées nocturnes pour observer la faune locale. On peut faire des activités plutôt d'aventure comme du rafting. Voilà. Donc pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps et qui ne peuvent pas aller profondément dans l'Amazonie, ça permet quand même d'avoir un changement de paysage. Après, on va redescendre sur le Chimborazo, qui est un autre volcan. Alors, c'est un volcan enneigé comme le Cotopaxi, c'est le volcan le plus haut de l'Équateur. On aime bien proposer ce volcan parce que on propose une activité de descente en VTT sur les flancs du volcan. Alors, c'est très accessible. C'est déjà comme c'est de la descente, on n'a pas besoin d'avoir une condition physique très bonne et les chemins sont assez bien entretenus, donc c'est pas non plus une descente en VTT très pentue, mais ça permet quand même donc de descendre les flancs du volcan et on atterrit dans une forêt d'un arbre qui s'appelle le polylépis, qui a la particularité d'avoir un tronc, on dirait qu'il est peint à l'aquarelle. Donc quand on se retrouve dans une petite forêt ou un petit bois de cet arbre, c'est une sensation très très intéressante. On a l'impression d'être dans une ambiance un peu magique, un peu mystérieuse. Voilà, donc on aime bien proposer cette activité sur ce volcan Chimborazo. Ça change un petit peu des activités qu'on peut avoir au volcan Cotopaxi. Et après, on vous propose de descendre jusqu'à Cahuanapamba, qui est une communauté Cañari, qui vit à côté des ruines du temple Inca Ingapirca. Vous pouvez voir une petite photo du temple. Alors bon, c'est sûr qu'en Équateur, il n'y a pas des temples aussi grands et aussi bien entretenus que le Machu Picchu, aussi bien pas entretenu mais conservé comme le Machu Picchu au Pérou. Mais on a quand même ce petit temple Inca Cañari. Qui se visite, et justement de le visiter avec un guide natif de la communauté, ça prend toute une autre dimension, parce que lui il va quand même plus nous parler des légendes, de la cosmovision des peuples andins. Donc ça rend le lieu magique. On imagine presque le lieu à l'époque des Incas, où on les voit vaquer à leurs différentes occupations. Voilà, et puis ça permet... Alors, quand je parle d'immersion... on peut y passer qu'une nuit ou on peut y passer qu'une journée, mais on peut aussi décider d'y rester 3 nuits pour avoir vraiment une expérience complète avec ce peuple. Donc, on est logé chez l'habitant. On va découvrir leurs activités quotidiennes, ce qu'ils cultivent, ce qu'ils mangent, leur spiritualité. Voilà, avec eux, on va faire des petites randonnées. Donc, c'est une expérience assez forte quand même. Voilà. Et puis après, on redescendra sur la ville de Cuenca, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, nous sommes basés à Cuenca, c'est la 3e ville du pays. C'est une petite ville coloniale. Son centre historique est classé au patrimoine de l'UNESCO. Elle est également au pied du parc national El Cajas. Voilà, donc on peut visiter la ville. Il y a également des thermes qui sont à la sortie de la ville auxquels on peut aller. Donc il y a différentes activités qu'on peut faire dans cette petite ville. Voilà, donc ça c'est un séjour qui prend, si on prend son temps, on parle de slow travel et qu'on va passer à peu près 2 nuits dans chaque étape, pour pas aller trop vite. C'est un séjour qui peut prendre 15 jours. Donc après, on rejoindrait la ville de Guayaquil, où le second aéroport international se trouve. Voilà. Pour les gens qui n'auraient pas plus de temps, c'est un circuit assez facile, assez traditionnel. On peut le faire soit avec un guide chauffeur, soit aussi on peut envisager la location d'une voiture. On la loue à Quito et par exemple, ce que je propose, c'est de la rendre à Cuenca et de prendre un transport privé qui permettrait de rejoindre l'aéroport de Guayaquil parce que c'est peut-être le tronçon du trajet qui sera un peu plus délicat. Voilà. Mais c'est un séjour assez facile, les habitants sont très accueillants, il y a une atmosphère assez paisible qui règne dans cette région, donc
Je pense que pour un premier voyage et pour les personnes qui ont envie de connaître le pays et ses habitants, mais qui ne sont pas forcément prêts pour partir à l'aventure, c'est une très bonne option. Après, si on a des voyageurs qui veulent aller plus profondément dans l'Amazonie, on peut proposer différents degrés. Pour les personnes qui veulent voir plus de faune, je vais recommander le parc national Yasuni. Qui se trouve donc vous voyez, j'ai mis les 2 petites cartes, donc celle de gauche plutôt dans le nord-est du pays. Alors, le problème du parc national Yasuni, c'est que si on y va par la route, ça fait déjà presque 8 heures depuis Quito pour s'y rendre, plus 2 heures de pirogue. Il y a aussi des vols internes qui font la connexion depuis Quito. Donc, on peut prendre un vol Quito jusqu'à Coca qui dure environ 45 minutes. Hein, c'est un tout petit vol. Et après, on prend également une pirogue pour rejoindre le parc. Donc, pour visiter le parc, on va avoir des logements de toutes catégories. Ça va du lodge 3 étoiles jusqu'au lodge 5 étoiles, très confort. On peut avoir aussi du logement chez l'habitant. Il faut savoir que plus on va loin et plus on reste de temps dans le parc, plus on verra de choses. Par exemple, les dauphins roses, on va les observer. Il faut quand même se rapprocher de la frontière péruvienne pour pouvoir les observer. Voilà, on peut pas dire qu'on va les observer comme ça assez facilement dès l'entrée du parc. Ce qu'on va toujours pouvoir voir, c'est des singes, des oiseaux évidemment, mais après le reste de la faune, il faut quand même prendre son temps. Alors, pour visiter le parc national Yasuni, on peut recommander une durée minimum quand même de 3 nuits. Mais je trouve que d'y rester 4 ou 5 nuits, c'est quand même plus avantageux et ça permet de voir plus de choses. Après, voilà, on peut proposer une expérience différente pour connaître l'Amazonie aussi. Nous, on aime bien la communauté des Sarayaku. Alors, les Sarayaku, ils vont être un petit peu plus au sud. On va y rentrer par Puyo, dont la ville que je vous parlais tout à l'heure, qui est à l'entrée de la forêt amazonienne. Donc, on va faire un trajet de 2 heures en camionnette sur une piste, puis 3 heures de pirogue pour rejoindre la communauté. La communauté n'est accessible que par la pirogue. Et le peuple Sarayaku, il est connu mondialement pour sa lutte contre les compagnies pétrolières. Ils ont notamment gagné un procès contre l'État équatorien qui avait proposé à une compagnie pétrolière de s'installer sur leur territoire sans leur demander leur avis. Et depuis, ils sont très militants, ils sont très présents dans des meetings ou des conférences internationales pour faire entendre leur voix. Et ils veulent être pionniers ils ont monté tout un système de gestion des territoires autochtones et voilà, ils diffusent ce modèle et ils pensent qu'il devrait y avoir une union des peuples autochtones dans le monde parce que c'est eux qui sont en charge de la protection de l'environnement. Voilà, donc c'est une communauté très intéressante. Alors, se rendre dans cette communauté, c'est à la fois découvrir le mode de vie traditionnel des communautés qui vivent en Amazonie, mais finalement, c'est des personnes qui sont aussi très tournées vers les sujets d'actualité et qui se préoccupent de l'urgence climatique. Ils vont avoir un Internet par satellite pour pouvoir participer à des visioconférences. Ils vont être présents sur les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. Donc, c'est un mélange entre tradition et modernité qui est assez intéressant. Donc pareil, pour se rendre dans la communauté Sarayaku, il faut quand même y aller au moins 3 nuits. L'idéal, voilà, c'est d'y rester quand même 4 voire 5 nuits pour vraiment pouvoir profiter de cette immersion au sein de la communauté. Alors sur place, ils ont construit des infrastructures spécialisées pour recevoir les voyageurs. Donc vous êtes dans des cabanes qui sont construites selon les modèles traditionnels de leur habitat. Mais on va avoir des chambres séparées, on va avoir des lits, des matelas, des draps, des couvertures, des moustiquaires, on va avoir des toilettes à l'occidentale. Donc ça permet quand même de vivre une immersion complète dans la communauté, mais avec quand même un minimum de confort, voilà, et en toute sécurité bien sûr.
Voilà pour ce qui est de l'Amazonie. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut proposer différents degrés pour visiter l'Amazonie. On peut avoir des expériences très aventures, très routes, mais on peut aussi avoir un très bon confort, notamment dans le parc national Yasuni. Il y a des lodges très luxueux qui se trouvent. Donc voilà, que chacun puisse visiter l'Amazonie selon ses envies et ses possibilités. Après, donc pour les personnes qui ont encore un peu plus de temps, alors c'est sûr que les Galapagos pourraient faire l'objet d'un voyage à part entière, mais on peut aussi l'intégrer avec un séjour au continent. Donc ça dépend un petit peu de la durée du séjour que veulent réaliser les voyageurs. Alors c'est vrai que vous allez beaucoup trouver d'agences qui vous proposent de visiter les Galapagos sur une croisière. Moi, alors, il n'y a pas de jugement, hein, je veux seulement juste vous mettre ce petit tableau comparatif et voilà, vous suggérer quelques pistes de réflexion. Mais on a quand même été forcé de constater que le circuit... Alors déjà, informer les agences qu'on peut visiter aussi les Galapagos avec un circuit terrestre. Donc, on va avoir sur l'archipel 19 îles principales, hein, même s'il y a plus de... En tout, en comptant les îlots et les rochers, on va être à plus de 120. Il y a 4 îles qui sont habitées. Il y a environ 30 000 habitants au Galapagos, chose dont on n'a pas toujours conscience, parce que c'est vrai que quand on regarde les reportages sur les Galapagos, c'est très focalisé sur la faune locale, donc on voit les animaux, mais on imagine pas toujours qu'il y a des personnes qui vivent sur cet archipel. Donc, on va avoir 4 îles habitées et sur les 3 principales, on va trouver des logements et même jusqu'aux 5 étoiles. Donc, on va avoir des logements très basiques jusqu'aux logements de luxe. Donc, il est très possible de visiter les Galapagos avec un circuit terrestre. Alors, pour ce qui est des points positifs, le circuit terrestre, on trouve quand même qu'il y a un meilleur partage des retombées économiques pour les populations locales. Parce que quand vous avez des bateaux de croisière qui viennent, souvent ils appartiennent à des compagnies étrangères. Le personnel à bord n'est pas forcément constitué de locaux. Quand on va faire un circuit terrestre, on va quand même favoriser l'économie locale avec les hôtels, les taxis, les restaurants, les petites boutiques. Donc voilà, la répartition et la distribution des revenus du tourisme ne sont pas les mêmes sur une croisière que sur un circuit terrestre. Après, de faire un circuit terrestre, ça permet aussi de faire un séjour à son rythme. Hein. On n'est pas dans un groupe, on est seul. Même s'il y a des excursions à la journée qui s'est organisée, on peut le faire quand même en toute autonomie. C'est un peu plus intime parce que, par exemple, le soir, on peut se retrouver, aller boire un verre, manger au restaurant. On n'est pas tenu à un programme et on n'est pas tenu à un groupe. Donc, ça permet aussi de prendre un peu plus son temps, de se poser. Si on a envie juste un après-midi d'aller à la plage et d'être juste sur la plage, on peut aussi... Donc, je trouve que c'est intéressant de ce côté-là sur les personnes qui ont envie d'un peu plus de liberté, peut-être. Après, en général, je trouve que les habitants quand même des Galapagos ont globalement des pratiques plus respectueuses de l'environnement, du fait qu'ils vivent dans un parc national. Donc forcément, on va avoir, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a quand même des hôtels qui mettent en place pas mal de mesures pour justement protéger l'environnement. Alors après, c'est vrai que le gros désavantage du circuit terrestre, c'est qu'on va quand même visiter moins d'îles. Les îles qui sont le plus éloignées sont inaccessibles à des excursions à la journée. Donc voilà, c'est vrai que quand on va faire une croisière, on va vraiment dans des contrées, sur des îles très lointaines, on va avoir des paysages complètement désertiques. Alors ça ne veut pas dire que quand on fait un circuit terrestre, on se retrouve au milieu d'une multitude de touristes et que on est sur des plages où il y a beaucoup de monde. C'est pas non plus le cas. En faisant des excursions à la journée, on peut avoir aussi ce sentiment de se retrouver sur des plages complètement désertes. Mais c'est vrai que la croisière, le fait de se déplacer la nuit permet de gagner du temps et de voir des îles beaucoup plus éloignées.
Voilà, donc nous, on propose de faire les Galapagos à son rythme, avec des excursions à la carte pour visiter les îles inhabitées. On peut combiner avec des temps de repos, des après-midi libres, des journées libres. C'est bien aussi, on est en vacances et on se repose, donc on n'est pas obligé d'avoir des activités tous les jours. Comme je vous l'ai dit, on va avoir des hôtels de 3 à 5 étoiles, donc on peut avoir tout niveau de logement sur les îles. Pour aller plus loin, je vous ai mis 3 petites vidéos que vous pouvez visualiser plus tard. Il y a notamment cette vidéo qui a été créée par le ministère du Tourisme, qui dure presque 19 minutes, mais elle donne vraiment un bon aperçu des 4 régions qu'on peut visiter en Équateur. Et voilà, c'est avec un petit hashtag Time to Reset. Je trouve que le message est intéressant. Il reprend un peu notre vision du fait que le voyage en Équateur permet de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à soi-même. Voilà, donc j'aime beaucoup la vision de l'Équateur qui est donnée dans cette vidéo. Après, nous sommes aussi partenaires de l'agence Double Sens depuis 2012. Donc avec eux, on avait réalisé une petite vidéo de 5 minutes 30 justement sur l'immersion dans les communautés, notamment du Sud. On va voir la communauté de Saraguro et les Shuar, qui sont des communautés du Sud. Voilà, donc cette vidéo est très bien faite et donne très bien l'atmosphère de l'expérience qu'on propose à nos voyageurs. Et puis, on va avoir... on avait une influenceuse qui était partie justement avec nous aussi sur ce tournage de cette vidéo et qui a elle-même fait sa vidéo. Et... elle donne une autre approche, mais je la trouve tout aussi intéressante. Voilà. Donc, si vous voulez voir ces 3 vidéos qui vous donnent un aperçu un peu plus complet, c'est possible. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Voilà, je reste à disposition pour toute information complémentaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez, si vous voulez en connaître en savoir un peu plus sur les circuits qu'on propose. J'ai essayé de faire une présentation assez globale pour présenter le pays et un peu notre vision des choses. Peut-être que lors d'une prochaine vidéo, je rentrerai un peu plus en détail sur un circuit en particulier. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.